Bonjour, bienvenue à cette capsule qui porte sur l'économie. Aujourd'hui, les trois principaux objectifs de notre rencontre, c'est d'abord d'identifier les différents systèmes économiques pour les distinguer sur la base de leurs principaux critères de distinction, en reconnaître les distinctions elles-mêmes. Par ailleurs, également identifier les lacunes et les avantages de chacun des deux systèmes. Enfin, décrire les caractéristiques d'un système, disons, d'économie mixte, puisque les deux modèles théoriques ne seront pas véritablement adoptés dans les faits. Donc, on aura plutôt un système mixte qu'on pourrait considérer comme étant le troisième système, en quelque sorte. Alors, voilà. Tout d'abord, définissons un système économique qui, quel qu'il soit, doit répondre à des grandes questions fondamentales de nature économique. En ce sens, quoi produire, en quelle quantité, comment le faire, donc via nos principaux facteurs de production, c'est-à-dire capital, main-d'œuvre, ressources naturelles, et la question de la répartition également, donc le pour qui, donc produire. Alors, tous les systèmes économiques, donc peu importe celui qu'on a adopté, doivent répondre d'abord et avant tout à ces questions dites fondamentales. On définira le système économique comme étant le mode d'organisation, de fonctionnement, si on veut donc un ensemble de mécanismes. Quand on parle de mécanismes ici, on peut parler de coutumes, tout simplement, des lois, des institutions à la faveur desquelles une société produira des biens et des services destinés à répondre aux besoins qui ont été identifiés. Donc, pour répondre à nos grandes questions principales qu'on vient de voir précédemment. En ce sens, donc, on peut représenter, on peut identifier deux modèles économiques, donc plutôt polarisés, donc si on peut dire ainsi, donc qui ont présenté, qui proposent de façon distincte, en quelque sorte, probablement dû au fait qu'on a identifié l'être humain, qu'on perçoit l'être humain d'une manière différente, donc sans faire de philosophie. On en fera quand même quelque peu en quelque sorte. Donc, on peut dire qu'à la base même de l'individu, les deux systèmes économiques ont un système de valeurs à l'origine qui est distinct. Donc, du côté du communisme ou du socialisme, ce qu'on appelle également dans le langage courant la gauche, donc l'interventionnisme public de l'État. Donc, une des valeurs, donc le principe fondamental en quelque sorte qui est mis de l'avant, c'est celui de l'égalité. Alors qu'à droite, quand on parle de capitalisme ici, de néolibéralisme, donc d'économie de marché, de libéralisme, des synonymes, la droite en quelque sorte. On a comme principal principe, si on veut, donc guide, donc l'équité. Alors c'est important tout de même de distinguer ici l'égalité de l'équité. Donc, on peut définir l'équité, si on peut le dire ainsi, comme étant l'égalité des règles, si on veut, de fonctionnement. Toutefois, dû à la nature humaine, évidemment, du côté du capitalisme, on a renoncé en quelque sorte à l'égalité du bien-être, à l'égalité du rendement, à l'égalité de la performance, pour ne pas dire l'égalité des revenus, considérant la nature humaine, notamment dû au fait que les gens ne naissent pas tous égaux, certains ont davantage de compétences, donc auront davantage un apport à la société, fourniront un effort additionnel à la société. Alors, il serait plutôt inéquitable du point de vue de la droite qu'il y ait, en ce sens, égalité de la richesse, égalité des revenus, pour ne pas dire égalité du bien-être individuel, donc dans ces conditions. Alors, comme valeur, donc revenons maintenant à gauche, donc la valeur fondamentale du côté de l'interventionnisme ou du socialisme, c'est la société, hein, donc la solidarité. Donc, on mettra à l'avant-garde, évidemment, le principe de bien-être public, de bien-être collectif. Donc, la société sera à l'avant-plan et l'individu, en quelque sorte, serait au second niveau. Alors que du côté du capitalisme, la valeur fondamentale, la valeur guide, en quelque sorte, est celui de la liberté. Donc, liberté de consommer, liberté d'entreprendre, donc liberté individuelle, donc à plusieurs égards. L'individu est évidemment au premier plan, alors que la société serait dans un second
objectifs, disons, donc ce serait un objectif plutôt collatéraux. En fait, si on résumait, alors du point de vue du communisme, on suppose que si la société ou si le groupe se porte bien, donc le niveau de vie des membres s'en portera mieux, alors que du côté du capitalisme de la droite, on suppose que si chacun des membres, donc si les individus améliorent leur bien-être, ainsi ils vont contribuer à améliorer également le bien-être collectif. C'est une vision, c'est une perception différente de l'être humain ici qui est mis de l'avant. Alors, d'abord, on va distinguer, on va présenter les critères de distinction en soi. Donc, le premier, le plus significatif probablement, c'est la propriété du capital, c'est-à-dire la propriété des entreprises en quelque sorte, puisque quand on parle de capital en termes économiques, on parle ici de biens de production, des moyens de production, donc l'équipement en quelque sorte. Alors, du côté du communisme à gauche, on dira de la propriété du capital, qu'elle est collective, qu'elle est publique, qu'elle est étatique, alors que du côté du capitalisme, on dira de la propriété des entreprises qu'elle est privée, donc on peut dire individuelle dans ce sens où que les entreprises appartiennent à des individus, donc pas nécessairement à chaque individu. On ne peut pas également prétendre que les entreprises sont de propriété à propriétaire unique, donc parfois c'est une multitude quand même d'entrepreneurs privés, donc d'individus qui possèdent les entreprises. Donc on parle également de libre entreprise puisque ici, la concurrence sera de mise, donc liberté d'entreprendre pour tous et chacun. En ce sens, on doit admettre d'abord préalablement que l'intérêt des individus, des ménages à posséder une entreprise est d'abord et avant tout dans leur intérêt propre de maximiser leurs profits pour améliorer leur bien-être et ainsi donc contribuer dans un second temps à l'intérêt de la société, donc au bien-être collectif. En ce sens, les interventions, les décisions seront prises différemment dans le communisme puisque toutes les entreprises appartiennent à l'État, elles sont publiques, c'est l'État qui prendra les décisions. On parlera alors de décisions centralisées, d'organisation centralisée, donc d'économie planifiée, de production étatisée. Donc ici, on comprend que l'agent économique qui a le plus d'importance que dans le rôle décisionnel des grandes questions économiques, à savoir qu'est-ce qu'on produit, en quelle quantité, la distribution également. Alors, c'est l'État qui prend ici les décisions. Donc, l'État est l'acteur économique au centre, si on veut, des décisions dans ce système, alors que du côté du capitalisme, on parle d'économie décentralisée. Alors, si l'activité économique ou la production est décentralisée, alors comment sont prises les décisions en ce sens? Bien, et on parle ici du marché, c'est-à-dire les lois de l'offre et de la demande, où les consommateurs font connaître leur intérêt, donc démontrent leurs besoins, et les entreprises tentent d'y répondre dans ce contexte de concurrence. Voilà, donc ici, les deux agents économiques en présence seraient les consommateurs et les entreprises. On parle d'offres et de demande. Et un signal, une donnée importante dans le capitalisme, c'est le prix, puisque quand on parle de la distribution, de la répartition des richesses, alors ceux qui vont s'accaparer, obtenir des biens et des services, devront en payer le prix, donc devront évidemment verser le prix. Alors voilà. Comme troisième critère, maintenant, alors, c'est plutôt de nature philosophique. Donc ici, on comprend que du côté du socialisme, la philosophie de base, c'est l'interventionnisme, alors que du côté du néolibéralisme ou de l'économie de marché, c'est le non-interventionnisme, sauf pour l'État sera présent ici dans des contextes très spécifiques, notamment pour des raisons de sécurité nationale, pour de sécurité publique. Alors, l'État aurait une présence minimale dans ces conditions. Enfin, un critère intéressant, dans un contexte interventionniste, comme l'État va distribuer une grande partie des biens et des services où il sera lui-même le producteur, alors la portion privatisée ou socialisée, alors c'est évidemment le corollaire inverse, donc des ménages sera plus faible. Donc les revenus individuels, les revenus privés des ménages sera plus faible dû au fait que l'État a besoin, évidemment,
de prélèvement, de sources de financement pour offrir les biens et les services à la population à des prix, par ailleurs, généralement artificiellement bas. Donc, ce qui explique que les ménages, en quelque sorte, ont moins besoin d'un revenu personnel élevé, d'un revenu disponible élevé, puisque l'État leur fournira un grand nombre de biens et de services à des prix artificiels. Alors qu'à l'opposé, du côté du capitalisme, comme les ménages doivent défrayer le prix pour obtenir des biens et des services, puisque l'État est plutôt absent dans ces conditions, alors les ménages ont besoin d'un plus grand revenu privé, revenu disponible individuel. En ce sens, l'impôt, les prélèvements fiscaux devraient être plus faibles que dans le socialisme donc, ou le communisme. Alors voilà, maintenant qu'on connaît les critères de distinction, maintenant qu'on connaît les différences objectives, disons-le, entre les deux systèmes, alors on aborde un aspect qui est peut-être délicat de la chose, c'est-à-dire qu'on va devoir reconnaître les avantages et les inconvénients de chacun de la manière la plus objective possible, bien que ce soit un travail, une analyse plutôt délicate. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines minutes. Alors, comme grand avantage du communisme, évidemment, c'est-à-dire une activité économique planifiée, organisée par l'État, alors généralement, on va observer, évidemment, égalité de la richesse, puisque l'État est le seul employeur. Il va s'assurer d'abord et avant tout que l'ensemble de la population prennent part à la production, donc occupent un emploi, et va rémunérer l'ensemble des travailleurs à un niveau égal, puisque l'objectif est l'égalité individuelle, l'égalité des revenus pour tous et chacun, et ultimement, égalité du bien-être matériel. Donc, du côté du capitalisme, la valeur, si on veut, ou l'avantage fondamental, c'est les libertés individuelles. Ici, on parle de plus grande liberté, donc notamment liberté de choix de la profession, liberté également de consommer, donc un plus grand éventail de biens et de services à la disposition de la population. Par ailleurs, le capitalisme a l'avantage, par le mécanisme, par la mécanique des prix, de s'auto-réguler automatiquement. C'est-à-dire qu'en situation, par exemple, de pénurie, alors on verra sur les marchés des hausses de prix. Et ultimement, on verra une baisse de la quantité demandée et l'apparition probablement de nouveaux producteurs, hausse de la quantité offerte pour rééquilibrer donc les situations de déséquilibre, en quelque sorte, sur les marchés. Donc, on parle de régulation automatique ici. Du côté du socialisme, donc maintenant, évidemment, comme l'État est présent, il est le propriétaire unique de l'ensemble des entreprises, donc il offrira des biens et des services qu'on dira publics à des prix artificiellement bas. Donc, ici, il n'y a aucune discrimination à l'égard du revenu. Donc, et notamment, certains biens seront offerts tout à fait gratuitement. Donc, on peut parler ici de l'égalité de l'accès en quelque sorte, puisqu'il n'y a aucune discrimination par rapport aux revenus des usagers. Du côté du capitalisme, parlant davantage également, alors, comme les libertés individuelles sont mises de l'avant, l'individu, généralement, sera davantage motivé, d'abord et avant tout, en ce qui concerne le choix de sa carrière, donc à l'intérieur de son travail, donc sera généralement plus motivé. Et même, à la limite, on peut même prétendre qu'il est contraint d'être performant, puisque dans un monde de concurrence, alors le travailleur se doit de performer, d'être efficace, donc pour maintenir son emploi et les revenus, évidemment, inhérents à son emploi, d'où dépend sa qualité de vie matérielle. Alors, on comprend que ce système-là est plus efficace, donc par la motivation, si on veut, la contrainte qu'ont les travailleurs, de même que les entreprises, à l'excellence. Donc, c'est un système où vraiment, l'excellence est de mise, donc où la rigueur est de mise par la contrainte, ultimement, évidemment. OK. Alors maintenant, comme inconvénient, alors, bien, en quelque sorte, on voit apparaître déjà à travers les avantages
du système opposé, les inconvénients de notre propre régime. Alors, en ce qui concerne le communisme, donc, on peut parler de faible liberté individuelle, donc notamment faible liberté de choix de consommation, puisque l'État désire ultimement que la population ait un niveau de vie tout à fait semblable. Alors, on se retrouve évidemment dans un système où la production de biens et services sont plutôt standards. Donc, on verra très peu de diverses gammes de produits, par exemple. Donc, en ce sens, faible liberté de choix de consommation, entre autres. Alors que du côté du capitalisme, un reproche qui lui est formulé. Donc, on observe évidemment des périodes d'instabilité. Donc, on avait vu on verra dans une chronique ultimement qu'un des objectifs peut être la croissance économique, ce qui signifie qu'il y a des périodes qui sont plus favorables que d'autres. Donc, il y a des périodes d'instabilité, même des périodes où le contexte économique est difficile, donc périodes de chômage significative notamment. Donc, le plein emploi n'est pas ici un objectif qui est assuré d'entrée de jeu, mais qui est bien un objectif à atteindre. Donc, il y a des périodes de chômage où, évidemment, certaines personnes connaîtront des difficultés sérieuses par rapport à leurs revenus disponibles. Du côté du communisme maintenant, ajoutons également, puisque l'État planifie en quelque sorte l'ensemble de la production, donc tente de répondre du mieux qu'il le peut à l'intérieur d'un plan aux besoins de la population, c'est un exercice, vous l'aurez compris, qui est des plus complexes, qui est lourd. Donc, ça exige une bureaucratie énorme, donc, et ça demande également des prévisions des plus précises. Or, évidemment, même le meilleur des économistes, même avec la planification la mieux organisée qui soit, il y a des contextes donc, qui sont imprévisibles. Alors, dans ces conditions, on voit généralement apparaître des périodes de déséquilibre, alors notamment des périodes donc des situations de pénurie sur certains marchés, alors que par ailleurs, on peut connaître des situations de surplus, alors d'inventaire. Donc, notamment, il va sans dire que les périodes de pénurie sont monnaie courante, puisque à des prix artificiellement bas, il va sans dire que la population est plutôt, évidemment, intéressée à solliciter les services offerts par le gouvernement. Par ailleurs, il y a un danger également d'abuser en quelque sorte des services publics offerts à des prix artificiellement bas. Donc, on parle de gaspillage ici, donc des situations qu'on connaît, notamment dans le système de santé, où donc, par la gratuité, que certaines personnes pourraient même ne pas se présenter à un rendez-vous. Alors, on comprend que lorsque le prix est artificiellement faible, il y a un risque de gaspillage généralement. Du côté du capitalisme maintenant, donc il y a une répartition inégale. Donc ce système-là est un système qui récompense la performance, le rendement. Alors évidemment, les plus performants, ceux qui offrent un meilleur rendement, auront des revenus supérieurs, auront un niveau de vie supérieur, alors que certains pourraient tout simplement ne pas prendre part à l'activité économique, donc en raison des exigences de ce système-là. Donc, en quelque sorte, on peut reprocher au capitalisme de favoriser en quelque sorte les doués naturels ou ceux qui seraient favorisés par un contexte familial, si on veut, donc où l'environnement serait favorable ici, vous l'aurez compris. Enfin, donc, comme inconvénient du communisme, donc, toujours en termes d'inefficacité, si on peut résumer ici, il y a également un problème d'inéquité, en ce sens où, si le système, l'entreprise d'État récompense également l'ensemble de ces travailleurs, alors on sait, en raison de la nature humaine, que certains offrent un rendement supérieur, ne serait-ce que par l'effort, par la contribution. Alors, une récompense égale et semblable est en quelque sorte inéquitable. Et il y a un danger, il y a un risque ici de cercle vicieux d'inefficacité où même les plus performants pourraient être tentés de moins contribuer, en quelque sorte de diminuer leur propre rendement, étant donné la récompense semblable à leurs collègues, à leurs concitoyens moins performants. Alors évidemment, ici, il y a un danger d'équité, okay? Donc, de même que celui de la motivation en ce sens. Alors, on peut, dans ces conditions, comprendre que, ultimement, les produits seront de moindre qualité, l'efficacité étant moindre.
Du côté du capitalisme, maintenant, en terminant, alors cette concurrence, ce système-là qu'on dit efficace, alors l'efficacité est plutôt soumise à des préalables, disons, à des prémices importantes. Donc, encore faut-il qu'il y ait réelle concurrence sur les marchés, que cette concurrence soit praticable. Alors, ce n'est pas toujours le cas. On peut constater parfois des monopoles tout à fait naturels. Donc, on pense ici à la production hydroélectrique. Donc, impensable, dans les faits, d'espérer une concurrence sur un marché comme celui-là. Donc, on comprendra dans ces conditions que l'économie de marché serait d'aucun recours pour améliorer le bien-être de la population. Donc, dans les faits, la concurrence est un phénomène plutôt rarissime. Donc, on aimerait davantage avoir des conditions qui respectent la concurrence, mais disons que c'est davantage théorique que pratique. Il y a une nuance quand même à apporter en ce qui a trait à la concurrence réelle dans l'activité économique. Et par ailleurs, bien, on reproche également au capitalisme le fait que ce système-là ne tient moins compte des intérêts publics. Donc, en ce sens, les économistes utilisent le terme d'externalité négative, par exemple. Alors, on peut penser aux problèmes environnementaux où, évidemment, l'intérêt collectif est relégué, si on veut, au deuxième rang par rapport aux intérêts des individus et des entreprises privées. Alors voilà, ça complète pour les systèmes économiques. Alors, on a appris qu'il y avait évidemment un modèle proposé qu'on dit à gauche, un modèle également à droite. Et si on voulait mettre, en terminant, un peu de réalisme, si on veut, donc on doit admettre que nous vivons plutôt dans une société où l'économie est mixte. Donc, si on reprenait nos 4 critères de distinction, de définition, alors la propriété du capital, elle est généralement privée, sauf exception près, où l'État se chargera de certains biens et services par manque d'intérêt du privé ou tout simplement dû à l'impossibilité que la concurrence puisse s'y installer. On donnait l'exemple d'un monopole naturel il y a quelques minutes. Également, puisque les entreprises seront généralement privées, alors évidemment, le système de prix, donc l'offre et la demande va s'opérer. Toutefois, l'État interviendra ponctuellement sur divers marchés, notamment par des taxes pour essayer de combattre les externalités négatives, alors que sur d'autres marchés où disons, il y a des bienfaits collectifs, l'État subventionnera ces entreprises. Au niveau de la philosophie économique, donc l'État tente, par ses politiques industrielles, d'orienter l'activité économique sur des entreprises ou des industries porteuses, alors que par sa politique fiscale budgétaire, tente d'assainir l'activité économique à travers, en visant les grands objectifs qui sont la croissance économique, le contrôle de l'inflation et la baisse du chômage, de même qu'une répartition équitable de la richesse. Et finalement, la portion privatisée ou socialisée du revenu. Alors, les prélèvements fiscaux, donc l'État, la présence de l'État va se faire sentir évidemment dans le système fiscal dû au fait que l'État dispense de nombreux services à la population, alors doit évidemment préalablement obtenir des revenus pour offrir à la population ses biens et ses services. Donc, il y aura une importance significative des prélèvements fiscaux. Donc, les individus s'appropriant une plus faible part du revenu, donc le revenu disponible étant amputé par les ponctions fiscales. Alors là-dessus, je vous remercie et on se dit à une prochaine chronique.